Bonjour à tous, merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de l'épidémie de choléra qui frappe la République démocratique du Congo depuis le mois de novembre 2017. Même si à l'échelle du pays, la situation baisse, il y a des nouveaux foyers qui nous préoccupent aujourd'hui, depuis quelque temps. Et parmi ces nouveaux foyers, le plus préoccupant, c'est celui de Kinshasa. Dans cette édition, nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie diarrhéique. Elle génère une déshydratation très grande. Le plus gros des problèmes par rapport au choléra, c'est la déshydratation. Diarrhée plus déshydratation, voilà les maîtres symptômes du choléra. Et puis nous écouterons le témoignage d'un ancien employé de la Croix-Rouge qui a vu mourir des malades de choléra. Des cas de décès, j'ai vu quelqu'un, on vous l'amène à l'hôpital à 8h et à 10h il est mort parce qu'il a fait la déshydratation aiguë. C'était vraiment horrible. Toutes ces informations, c'est dans la suite de ce programme qui commence comme toujours par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Au Burkina Faso, la sous-alimentation est un problème de santé publique et la Fondation Gates va s'impliquer dans le combat contre ce phénomène. Oui, Rosine, la Fondation Gates va investir 45 millions de dollars dans des programmes de nutrition et de planification familiale au Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé Melinda Gates, l'épouse du milliardaire Bill Gates. C'était le 23 janvier dernier au cours d'une visite à Ouagadougou. La grande partie de ces fonds, soit 34 millions de dollars, iront dans des programmes de nutrition qui visent à promouvoir l'alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant, ainsi qu'à améliorer l'accès des familles à des régimes alimentaires nutritifs et abordables. En outre, 10 millions de dollars seront alloués à des programmes de contraception qui doivent permettre aux femmes de planifier et d'espacer leur grossesse. Au fait, Firmin, pourquoi la sous-nutrition est-elle ciblée par la Fondation Melinda Gates ? Melinda Gates a en effet indiqué que la sous-nutrition reste une des plus grandes tueuses d'enfants au Burkina Faso. Au Burkina, en effet, près de 40% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont attribuables à la sous-nutrition et près d'un quart des enfants souffrent de retard de croissance selon les données fournies par la Fondation. Poursuivons par cette bonne nouvelle pour les malades du cancer en Ouganda. La seule machine de radiothérapie disponible dans le pays a enfin été remplacée près de 2 ans après être tombée en panne. Tout à fait, Rosine. Cette machine était tombée en panne en mars 2016, privant les malades du cancer d'un outil crucial pour leur traitement. Un tollé général s'en était suivi car cela avait été perçu comme une nouvelle preuve de la détérioration du système de santé ougandais. Don du gouvernement chinois à l'Ouganda en 1995, elle avait permis de soigner et d'atténuer les douleurs de quelques 30 000 patients par an venus de toute l'Afrique de l'Est à l'Institut du cancer de l'hôpital de Moulago, le principal de la capitale Kampala. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons enfin du choléra en Haïti. L'épidémie qui sévit dans ce pays depuis l'automne 2010 pourrait s'achever en 2018 selon l'UNICEF. L'UNICEF se base sur le faible nombre de malades recensés en effet à travers le pays en ce début d'année. Seule une centaine de cas suspects par semaine ont été enregistrés en janvier, ce qui constitue le plus faible niveau depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, même lors de la saison des pluies, aucune flambée de cas n'avait été répertoriée en 2017. Il faut cependant préciser, Firmin, que le financement reste un sujet d'inquiétude. Effectivement, Rosine, pour l'heure, le financement de ces campagnes de prévention et de sensibilisation au niveau des communes n'est assuré que pour les 6 mois à venir. Ajoutons que sur les 400 millions de dollars nécessaires, seuls 10% ont été versés par les pays membres des Nations Unies. Les précédentes campagnes pour éliminer le choléra en Haïti n'ont jamais été suffisamment financées, les bailleurs internationaux répondant davantage aux levées de fonds d'urgence quand les cas se multiplient. Espérons que les moyens seront mobilisés pour mettre un terme à cette épidémie. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous
vous l'annoncions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo. En effet, depuis le mois de novembre 2017, le pays est confronté à une épidémie de choléra qui touche plusieurs provinces. 55 000 personnes sont tombées malades, causant la mort de plus de 1000 personnes selon Médecins sans frontières. Le choléra est une maladie très contagieuse qui peut tuer en quelques heures seulement, car le malade perd beaucoup d'eau en faisant sans cesse des diarrhées. Pour connaître davantage la maladie, nous avons recueilli les explications du docteur Jacques Kitenge Ngoy. Il est médecin aux cliniques universitaires de Lumumbashi. Il est au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Le choléra, c'est une maladie diarrhéique. Elle touche les tubes digestifs. Les premiers symptômes, il faut évidemment ne pas confondre ça avec les autres maladies diarrhéiques. Ces symptômes qui les différencient d'autres maladies diarrhéiques, c'est qu'elles génèrent une déshydratation très grande. Mais il faut savoir que le plus gros des problèmes par rapport au choléra, c'est la déshydratation, c'est ça. Diarrhée plus déshydratation, voilà les maîtres symptômes du choléra. Et quelles sont les causes majeures du choléra et sa propagation? Les moyens de propagation, c'est comme on a l'habitude de dire, c'est une maladie des mains sales. Pourquoi les mains? Parce que c'est les mains qui apportent la nourriture à la bouche et le choléra est une maladie des mains sales. Son moyen de propagation, c'est les aliments non suffisamment cuits ou les aliments crus, ou les mains qui touchent des aliments qui peuvent être propres, mais les mains, elles sont souillées. Par rapport aux symptômes, dans la communauté, on ne vous demandera pas d'avoir une expertise médicale pour reconnaître le choléra. Tout ce qu'on demande dans la communauté, c'est voir quelqu'un qui fait une diarrhée abondante, type eau de riz, ça veut dire c'est plus une diarrhée, c'est plus le liquide, et qui se déshydrate. C'est deux choses, comme je le disais au début, quelqu'un qui fait une diarrhée abondante, type eau de riz comme on dit, et qui se déshydrate, cette personne est susceptible d'être considérée comme faisant le choléra. Et donc, c'est l'hôpital qui va déterminer si vraiment c'est cette maladie diarrhéique, c'est vraiment le choléra ou autre chose. Comment on se contamine? Pour commencer d'abord, comment on se contamine? C'est par les excréments. Les aliments, comme je disais, les aliments pas bien préparés. Toutes ces choses font qu'on peut véritablement se contaminer avec le choléra. Alors, quelqu'un qui a, pour parler des contagieuses, se dire que quelqu'un qui a une maladie, est-ce qu'il peut la transmettre aux autres? Effectivement, quelqu'un qui a le choléra peut transmettre son choléra aux autres par les biais que j'ai dit. Les latrines, les toilettes sans couvercle, par exemple les WC turcs, qui ne sont pas couverts, c'est une source de contamination. Les excréments de quelqu'un qui a ces excréments, vous les piétinez ou vous les touchez. De là où vous les piétinez, vous pouvez marcher avec ça dans un endroit où vous ne voyez pas de visu les excréments. Mais en marchant, vous piétinez les excréments. Quelqu'un peut toucher l'endroit où vous avez marché avec les excréments. Quelqu'un peut toucher une nourriture qui est vendue à même le sol. Tout cela, ce sont des moyens de contagion. C'est une maladie contagieuse par le fait qu'elle peut se propager d'une personne à une autre. Comment éviter le choléra? Et comment faire lorsqu'on vit dans l'entourage d'une personne victime du choléra? On peut éviter la propagation de cette épidémie en utilisant les moyens les plus simples qui soient. Il y a l'hygiène personnelle. Commençons par l'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle, c'est se laver les mains. Tout simplement. La chose la plus simple, ça veut dire laver les mains, laver la nourriture qu'on achète. Vous voyez maintenant, par exemple, on a l'habitude de les mamans qui se promènent avec les mangues. C'est succulent, n'est-ce pas? Les mangues qu'on pèle pour vous, qu'on met dans un sachet, on met un peu de sel, on mélange tout ça, vous mangez. C'est succulent, mais le problème, c'est que la maman qui fait pour vous ces mangues, c'est elle laver les mains. Vous quittez les toilettes pour ne pas contaminer les autres ou se contaminer, vous quittez les toilettes, vous allez aux grands besoins, vous finissez, vous lavez les mains. Quand vous avez lavé les mains, vous êtes sujet à ne pas contaminer les autres. Ça, c'est une chose. Ça, c'est par rapport à l'hygiène corporelle personnelle. Mais maintenant, par rapport aux autres, par rapport à la communauté, il y a aussi des choses que nous pouvons faire sur nous-mêmes et sur la communauté. Sur la communauté, c'est quoi? Le choléra, c'est pas une maladie, tu dis, bon, moi, je me mets chez moi, je sécurise chez moi. Non, c'est une maladie qui est dans la communauté. Il faut que nous fassions tous l'effort de la propreté. Le choléra peut se transmettre par quoi encore pour que nous disions dans la communauté comment on fait? Vous avez des toilettes, n'est-ce pas, qui les gens ont des fosses septiques, mal entretenus, et ils les laissent ouverts, à découvert. C'est un moyen de propagation. Ça veut dire que nous devons avoir un effort dans la communauté pour éviter la propagation de la maladie. Ça veut dire la propreté collective. Et j'ai cité d'autres choses, c'est-à-dire tout le monde, nous devons avoir l'habitude de laver les mains. Tout le monde devons avoir l'habitude d'entretenir nos latrines. Ce n'est pas beaucoup de choses que de prendre parfois le cendre du charbon. On peut utiliser le cendre du charbon pour laver, pour neutraliser les microbes dans les toilettes. Le javel, mettre du javel dans les toilettes, c'est des choses simples pour éviter la propagation de cette maladie. Mais quand il y a une personne dans la communauté que vous avez identifiée comme faisant le choléra, il faut vite mettre la personne sous réhydratation. C'est-à-dire, il faut la réhydrater.
Ce n'est pas une maladie bactérienne qui nécessitera forcément des antibiotiques, mais la réhydratation, c'est ça le problème du choléra. Plus vous tardez en réhydratation, la personne va se vider de son liquide dans le corps et donc va tomber en choc et peut mourir. Et ce qui tue les gens pour le choléra, c'est ça. Et donc, si vous avez quelqu'un dans l'environnement, manipuler cette personne pour l'amener à l'hôpital, pour faire tout ce que vous allez faire, manipuler cette personne en prenant soin de vous protéger. Ça veut dire, si vous avez touché cette personne pour l'amener à l'hôpital, ne mangez pas comme ça. Arrivez à la maison, lavez vos habits et nettoyez les mains, lavez-vous vous-même avant de commencer soit à toucher d'autres personnes ou à parler avec d'autres personnes parce que ce simple geste suffira. Et pourquoi les cas de choléra ont toujours été signalés d'une manière drastique pendant la saison des pluies? Y a-t-il des liens entre la saison des pluies et les choléra? Le lien est simple par rapport à la saison des pluies. Vous savez que dans la saison des pluies, nous avons des inondations, nous avons les eaux des pluies qui charrient toutes sortes de maladies. D'ailleurs, vous savez que pendant la saison des pluies, il y a recrudescence de plusieurs maladies, notamment les paludismes, toutes les maladies diarrhéiques sont fortes en saison de pluie parce que la saison de pluie vient avec son lot de problèmes. Et notamment dans le cas du choléra, la saison de pluie, il y a des eaux qui coulent, les eaux charrient les saletés de n'importe où. Et vous savez par exemple que dans certains coins où il y a une forte agglomération, où l'urbanisation et la construction, nous la faisons à notre manière. Tu sais, chacun fait ce qu'il peut. On ne sait pas qui a construit quelle fosse, de quelle manière. Et parfois, les gens n'entretiennent pas les fosses. Ce qui fait que la saison de pluie prend, quand elle vient, les eaux de pluie charrient toutes ces saletés. Parfois, vous savez qu'il y a des gens qui ouvrent leurs fosses pendant la pluie, ils ouvrent leurs fosses directement dans un canal, ainsi de suite. Comment soigne-t-on le choléra, docteur? Réhydratation, ça veut dire donner suffisamment de liquide. Voilà pourquoi quelqu'un qui fait le choléra, on l'amène vite dans un centre hospitalier, on commence à donner les liquides. Dans le cas du choléra, on n'arrêtera pas la diarrhée. On ne viendra pas donner un médicament pour arrêter la diarrhée. On dit non, mais c'est quoi y a un médicament là qui coupe la diarrhée. Non, justement, la personne sort ces microbes et vous la réhydratez. Voilà le traitement du choléra. Se résume en une seule chose, c'est la réhydratation. Comment ça se fait que le choléra a toujours échappé à la vigilance du corps médical? Parce qu'il y a toujours des cas de décès qui sont enregistrés dans différents centres de santé. Il y a 3 retards qu'il faut considérer. Le retard du déplacement du malade vers la structure, ça c'est un. Le malade peut habiter à un endroit où il traîne. On ne sait pas, on dit bon, ni diarrhée, pas grave, on commence même à donner des petits médicaments. Il aura du retard pour atteindre une structure. 2, retard dans le diagnostic. Et le retard dans le diagnostic, c'est malade peut trimballer dans plusieurs structures avant d'arriver à l'endroit où on peut le prendre en charge. Et 3, le retard dans la prise en charge elle-même, on peut avoir diagnostiqué, mais si on n'a pas les intrants suffisants pour réhydrater suffisamment la malade, donc à chaque niveau de retard, il y a une conséquence. Ça, c'est l'échec en rapport avec les décès que nous pouvons arrêter par rapport au choléra. Mais quand on dit l'échec du choléra par rapport au fait qu'il revient, là l'explication que je voulais donner tout à l'heure, c'est en rapport avec le fait que l'insalubrité n'est pas partie. L'insalubrité continue à vivre avec nous. Et l'insalubrité, parfois nous avons l'habitude de considérer que c'est l'affaire du gouvernement, mais c'est l'affaire non seulement du gouvernement par rapport à ses missions, mais l'affaire de chacun d'entre nous. Le gouvernement ne balayera pas ne torchonnera pas notre toilette ou ne mettra pas des désinfectants dans notre toilette. Nous remercions le docteur Jacques Kitenge qui était au micro de notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. La situation du choléra se stabilise à Kinshasa avec une tendance à la baisse après 3 semaines d'efforts concertés des autorités sanitaires, de leurs partenaires nationaux et internationaux. Comment se fait la riposte ? Quels sont les défis qui se posent dans la lutte contre la maladie? Nous avons posé ces questions au professeur Didier Bopangue, coordonnateur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques au ministère congolais de la Santé. Tout d'abord, il fait le point sur les derniers développements au sujet de l'épidémie. Il est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. La tendance globale est à la baisse du nombre de cas. Nous sommes aujourd'hui en deçà de la barre des 1000 cas rapportés par semaine à l'échelle de l'ensemble du pays. Alors ça, c'est la situation globale. Donc la situation est en train de globalement baisser. Mais lorsqu'on regarde à l'échelle de quelques provinces, on se rend compte que même si à l'échelle du pays la situation baisse, il y a des nouveaux foyers qui nous préoccupent aujourd'hui depuis quelques temps. Et parmi ces nouveaux foyers, le plus préoccupant, c'est celui de Kinshasa. Et même donc à Kinshasa, depuis le début de l'épidémie, la semaine 48, nous sommes à peu près à 970 cas pour aujourd'hui et 32 décès qui sont rapportés.
Également à Kinshasa, depuis la semaine 3, nous avons aujourd'hui 166 cas, alors qu'à la semaine 2, nous avions 189 cas. C'est-à-dire qu'on assiste même à l'échelle de Kinshasa déjà à un début de décroissance d'épidémie, ce qui est le résultat des premiers efforts qui ont commencé à être appliqués sur le terrain, à savoir la maîtrise aujourd'hui de tout le circuit d'identification des cas et de prise en charge au niveau des centres de traitement. Et deuxièmement, le début de l'implémentation de la riposte communautaire, parce que avec les kits communautaires qui ont été mis à disposition par le ministère de la Santé, nous avons entrepris depuis bientôt 3 semaines des actions au niveau des ménages, au niveau des quartiers les plus touchés, donc au Kanluka et à Kintambo. Nous sommes toujours en attente de recevoir d'autres kits. Nous pensons que l'association de toutes ces mesures va nous permettre de continuer dans cette tendance à l'amélioration. Pourquoi est-ce que le choléra est une maladie persistante en RDC? C'est parce que depuis des années, au fait, la succession des épidémies de choléra dans notre pays a fait en sorte que dans les régions des Grands Lacs, où on a un environnement qui est propice au développement durable de la bactérie dans ces eaux, qui est un peu basique dans ces eaux, le choléra est devenu ce qu'on appelle endémique. C'est-à-dire que régulièrement, chaque année, on a des cas de choléra dans des zones de santé qui sont au bord des lacs. Donc on en a aujourd'hui, d'après notre nouvelle cartographie que nous venons de valider, parce que là nous sommes en plein atelier de validation du plan 2018-2022. Dans cette cartographie, nous avons 18 zones de santé qui sont considérées comme des régions sanctuaires du choléra, c'est-à-dire des zones où les choléra constituent comme des racines de la maladie. Donc dans ces zones, la répétition des épidémies et leur succession maintiennent le choléra dans notre pays, et à la faveur de plusieurs facteurs comme les mouvements de population, les changements, la périodicité des saisons des pluies, et également toutes les activités de commerce. Ces cas partent de ces 28 zones et diffusent à l'échelle du pays et contaminant certaines zones qui sont éloignées. Et cette succession de départ des zones lacustres, extension vers les grandes villes et retour à nouveau fait que depuis 1994, pratiquement, les épidémies de choléra se succèdent dans notre pays. Donc voilà un peu la raison. C'est la présence des zones sanctuaires à l'est et le déplacement de ces épidémies vers les régions non endémiques de l'est. Selon Médecins sans frontières, l'épidémie de choléra frappe 23 provinces sur 26 de la RDC depuis 2017, avec près de 50 000 cas et autour de 1000 décès. Pourquoi y a-t-il autant de victimes malgré les campagnes de sensibilisation? Alors, j'aimerais déjà commencer par apporter une petite précision, c'est que les statistiques au niveau national qui sont publiées, qui sont données, viennent du ministère de la Santé. Donc, nous vous invitons à visiter notre centre opérationnel des urgences qui se trouve sur l'avenue des Huileries, dans l'enceinte de la concession où il y a la direction de contrôle des maladies. Donc, c'est là nous avons le centre opérationnel des urgences avec des personnes qui sont là à temps plein et qui travaillent à la surveillance de tout le pays. Et là, vous pouvez avoir ces statistiques. Donc, nous avons régulièrement des réunions avec l'ensemble de nos partenaires et c'est là où tout le monde vient se ressourcer pour avoir les statistiques nationales. Deuxième précision, c'est que ce que vous avez rapporté tout à l'heure, ce sont des statistiques qui datent d'il y a quelques semaines. Donc, la dernière mise à jour aujourd'hui, nous avons 15 provinces qui sont affectées, mais parmi ces 15, 4 rapportent les nombres de cas les plus importants. Donc nous avons le nord, le sud Kivu, la province du Kasaï, donc exactement donc le Kasaï dans la zone de Dekese, et également Kinshasa en termes de province. Donc voilà, donc ce sont ces 4 provinces qui rapportent le plus grand nombre de cas. Donc et c'est là où notre attention se trouve focalisée. Donc ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que nous ne sommes pas en face d'une situation qu'on ne maîtrise pas. On connaît exactement où se trouve le problème, on connaît comment le problème évolue, mais ce que je dois aussi avouer, c'est qu'il y a quand même une espèce de lenteur à la mobilisation des ressources nécessaires pour répondre à tous ces foyers que nous sommes en train de suivre
au jour le jour. D'où ce que nous espérons aussi, c'est que les communications que nous avons avec vous donc aident à mobiliser un peu plus et aussi attendent les moyens pour intervenir dans toutes ces zones que nous maîtrisons parfaitement. La volonté y est, celle de poser des actions concrètes pour repousser cette maladie? La volonté y est. La première, la plus importante, c'est ce centre opérationnel des urgences dont je vous ai parlé, qui est une première dans notre pays. Nous vous invitons, quand vous voulez, à n'importe quel moment, de passer. Vous aurez toutes les informations. Comment nous suivons pratiquement en temps réel la diffusion de la maladie. Nous sommes en contact avec tous les terrains, avec tous les foyers. Et tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est les moyens pour être à la hauteur de nos connaissances. Donc nous avons, il y a un vrai contraste entre la maîtrise de l'objet et la disponibilité des ressources pour répondre aux défis qui nous est lancé par cette maladie. Donc je lance ici un appel à l'augmentation des moyens à notre disposition. Et si on a les moyens, moi je parie, dans 2 mois on a réglé le problème. Et j'insiste bien, c'est pas de la démagogie. Si on a les moyens qu'il faut, dans 2 mois on a réglé le problème. Certains partenaires étrangers sont présents aux côtés du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie. Quel est exactement le rôle de ces partenaires et qu'attendez-vous exactement? Je pense que le premier intervenant aujourd'hui sur lequel il faut beaucoup insister, c'est quand même le gouvernement à travers d'abord le ministère de la Santé qui est très en pointe avec le ministre Ilunga qui ne ménage pas son temps de jour et de nuit. Vous êtes en train de m'interroger ici, nous sommes en pleine réunion. Juste à côté, il y a un groupe qui est en train de travailler sur l'élaboration d'un projet qui a été discuté avec certains partenaires ou à l'initiative du ministre de la Santé pour lancer certains travaux d'écurage des égouts et aussi d'installation des bornes fontaines dans les zones les plus affectées. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une synergie importante et il y a une grande activité qui est mise au niveau gouvernemental. Et le ministre du Plan nous a informé hier à l'ouverture de l'atelier que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, qu'il y a eu toute une réunion de très haut niveau où la problématique du choléra a été une des questions principales. Donc ce qui est aussi important, donc, c'est de rendre à César ce qui est à César. Les efforts énormes qui sont faits au niveau gouvernemental. Personnellement, ça fait 18 ans que je travaille sur le choléra dans notre pays et ce que je suis en train de voir actuellement est quelque chose d'assez nouveau. Et je vous parle par exemple de ce centre opérationnel des urgences. Maintenant, parce que le problème est important, parce que des grandes crises, malheureusement, il n'y a aucun pays qui peut se survenir seul. Il y a donc la participation de tous ces partenaires auxquels vous faites allusion. Et donc, leur rôle, au fait, c'est de s'aligner sur les stratégies que nous définissons et d'aller ensemble avec nous sur la résolution de ces problèmes. Pour combattre la maladie et vaincre l'épidémie, les populations elles-mêmes doivent s'impliquer. Voir des personnes mourir de cette maladie est douloureux, mais aussi riche en enseignements. En 2009, Jean-Paul Capitula, un habitant de la ville de Béni en RDC, a travaillé pour le compte de la Croix-Rouge. Il a été témoin des mises en quarantaine et des décès des patients du choléra. Il a partagé avec nous son expérience au micro de notre correspondant, Ericas Mouissi. Quel témoignage pouvez-vous nous faire sur cette maladie? Quand vous voyez les gens qui souffrent du choléra, ça fait du mal parce que c'est une maladie d'abord qui donne beaucoup plus de douleurs abdominales, des douleurs aussi musculaires. Vous imaginez quelqu'un qui reste en train de faire la diarrhée, en train de vomir partout, il n'a pas d'arrêt. Donc, il ne peut même pas injectionner quelque chose. Donc, on ne peut pas vivre sans manger. Ça, c'est d'abord la première chose que j'ai tirée de cette maladie. Ensuite, c'est une personne qui doit se sentir directement, au même moment qu'il a commencé la maladie, isolée par les autres. On ne peut pas faire de contact avec eux. C'est comme ça qu'à Kassindi, il y a un endroit qu'on appelle Vibache, où on a construit uniquement pour le malade de choléra. Vous voyez, c'est un isolement obligatoire. C'était vraiment horrible. Là, ce qui arrive, ils doivent d'abord se désinfecter, ils doivent avoir beaucoup plus de conditions hygiéniques appropriées pour permettre à ceux qui ne soient pas contaminés. Quelqu'un, on vous l'amène à l'hôpital à 8 heures et à 10 heures, il est mort parce qu'il a fait la déshydratation aiguë. Donc, c'est vraiment une maladie grave parce qu'elle se transmet de l'homme à l'homme. Quelles dispositions preniez-vous pour éviter exactement le choléra? Vous savez, je suis parti là-bas, il fallait qu'on installe un système rapide pour voir comment rendre propre le village. Parce que le choléra, il va de pair avec la saleté aussi. Il fallait qu'on installe des mesures d'hygiène rapides où on devrait demander les gens d'abord de se laver les mains avant de manger, de contrôler l'eau de boisson, de bien nettoyer tous les aliments avant de les cuire et même de ne pas être en contact
ou de ne pas mettre son pied là où quelqu'un a vomi ou il a fait des diarrhées de choléra. Donc, à terme simple, les mesures pour arrêter le choléra, c'est seulement observer les règles d'hygiène. C'est tout. Nous remercions le professeur Didier Bompangé et M. Jean-Paul Capitula pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions santé. Notre consultant, le docteur Ngenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Ngenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je m'appelle Eliane Perez Kasumba. Je vis à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Comment faire pour servir son bébé du lait maternel après 6 mois si la femme continue à réclamer du lait maternel et refuse les aliments de substitution? Le sévrage d'un bébé du lait maternel doit se faire en douceur et doit être très progressif, à savoir sur une durée minimum de 15 jours. En effet, plus le transit vers le biberon et autres aliments de substitution au cours d'un sévrage du lait maternel est lent, plus le sévrage se fait dans des conditions confortables et sereines pour la maman et son bébé. La maman de ce fait doit dans un premier temps tirer son lait du sein pour le mettre dans un biberon. Ce lait maternel conservé dans un biberon sera proposé à l'enfant, au bébé, lorsqu'il est en forme et surtout pas affamé. Ceci permet au bébé de s'habituer à un autre goût que le goût du sein, à savoir au goût notamment de la tétine, puis par la suite au changement du goût du lait ou au goût des aliments de substitution. Dans un deuxième temps, la maman va progressivement sauter les tétés qu'elle va remplacer par un biberon et ceci progressivement et en douceur. Elle pourrait par exemple remplacer la tétée du goûter par un biberon, puis remplacer la tétée du soir par un biberon, suivi d'un remplacement de la tétée du matin par un autre biberon, ainsi de suite. En tout cas, progressivement, elle va remplacer cette tétée-là par des biberons et c'est comme ça que le sévrage au lait maternel progressif, le sévrage au sein va se faire de façon très confortable et de façon très sereine pour la maman et son bébé. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, vous pouvez aussi regarder la version télé de ce programme qui sera diffusé sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à l'épidémie de choléra qui frappe la République démocratique du Congo. Une épidémie qui a déjà causé la mort d'une trentaine de personnes dans la seule ville de Kinshasa depuis le mois de novembre 2017. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Jacques Kitenge, médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il nous a livré tous les secrets sur cette maladie. Nous avons également écouté le professeur Didier Bompangé, coordonnateur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques au ministère national de la Santé. Il nous a parlé de la lutte contre l'épidémie. Enfin, nous avons écouté le témoignage de Jean-Paul Capitula, un habitant de la ville de Beni. Il a vu mourir des malades de choléra lors d'une précédente épidémie et nous a raconté son expérience. Nous leur disons merci. Nous remercions également Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Shadrach Franklin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.